ça, c'est un plaisir de venir à Toulouse et trouver de bons amis ici à Toulouse. Ce que je vais essayer de faire ce soir, plus près de la douce, s'il vous plaît. Ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est vous présenter les raisons pour lesquelles nous étudions les génomes des plantes, et pas les génomes des plantes n'importe lesquelles, mais les génomes des plantes qui vraiment sont importantes pour nous. Je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'on fait nous, dans mon centre, et finalement vous présenter faire ces questions qui soulèvent des débats. Et je crois que c'est intéressant de fournir pour nous, ceux que nous travaillons dans cette discipline, les arguments et les débats communs. Nous voyons ces débats qui est parfois très facile. Alors, la raison pour laquelle nous travaillons sur ces génomes, c'est d'abord un constat. Un constat, c'est que notre vie dans notre société repose sur un nombre très limité d'espèces végétales que nous cultivons. Là, c'est un rapport de la FAO, l'Agricultural Organization, mais qui est toujours valable, qui dit que peut-être dans le monde, il doit y avoir 300 000, 500 000 espèces végétales. De ces espèces végétales, il y en a peut-être, ça ce sont de grands nombres, bien sûr, c'est approximatif. Peut-être il y a, comme il dit là, 30 000 qu'on peut manger quelque chose d'elles. Ça veut dire qu'elles ne sont pas toxiques, qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, que nous pouvons digérer, il y a peut-être une quantité. De ces 30 000, il y en a, ici il dit 7 000, que parfois on a des preuves qu'elles ont été utilisées pour les humains à un certain moment de l'histoire ou de la préhistoire. Et en fait, si on regarde maintenant, il y en a 120, il dit ici, que réellement nous utilisons pour manger. C'est-à-dire que comment l'agriculture est née et identifier avec ces milliers d'espèces celles que vraiment nous utilisons, celles que vraiment ont fondé l'agriculture. Il y a 12 000 ans à peu près. Et si encore on va un peu plus loin, comme il dit ici, 23% des calories, disons, 50% des calories que nous utilisons, ça dépend sur 3 espèces, sur le riz, le blé et le maïs. C'est-à-dire qu'il y a eu une convergence énorme vers un petit nombre d'espèces. Et les raisons pour lesquelles ces espèces ont été choisies sont essentiellement deux. Une, parce qu'ils nous apportent quelque chose d'intéressant pour notre alimentation. Par exemple, le riz, le maïs ou le blé, ils apportent l'énergie. Les graines du maïs, du riz et de blé, aussi de l'orge et d'autres céréales. Ils nous donnent surtout des glucides, c'est-à-dire de l'énergie. Mais au-delà de ça, il y en a d'autres plantes qui nous apportent des minéraux, des vitamines, d'autres choses. Mais d'abord, une des raisons, c'est qu'avec cette espèce, nous pouvons vivre parce qu'il nous apporte ce que nous avons pour manger. Et la deuxième raison essentielle pour laquelle cette plante a été choisie, c'est parce qu'elle peut être cultivée. C'est-à-dire que nous, on peut les semer, nous, on peut récolter et les avoir en une quantité importante, suffisante pour notre société. C'est deux raisons. Une, qu'elles sont bonnes pour manger, et deuxième, parce qu'on peut les cultiver. Et si on continue un peu avec
cette analyse, on voit qu'il y a les grandes cultures. Les grandes cultures, c'est, comme vous savez, le maïs, le riz, le blé, c'est trois grandes parties, mais aussi nous avons des racines et des tubercules comme la pomme de terre. Bien sûr, la pomme de terre, c'est très important à l'Europe, mais dans les pays du Sud, c'est très important la patate douce, c'est très important le manioc, par exemple. Hein? Et, par exemple aussi, pour voir certain nombre d'espèces que nous utilisons, il y a aussi l'huile. L'huile, aujourd'hui, c'est une question importante. Il y a une demande d'huile dans le monde. Vous savez ce qu'il arrive quand un pays comme la France n'a pas de graisse comme le beurre. Tout le monde s'agite. Hein? Il y a une demande de lipides. Et la première, vous voyez, c'est l'huile de soja, l'huile de palme qui est discutée aujourd'hui, mais qui est la façon la plus efficace de produire de l'huile par hectare. Hein? Et il y a d'autres comme le coton, pas d'autres. L'huile d'olive que vous utilisez beaucoup chez nous, c'est tout petit là, au milieu, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il y a ces 120 espèces, c'est ça. C'est les grandes cultures, c'est le tubercule, c'est les huiles, c'est les fruits, tout ce nombre. Et vous voyez, c'est un très resté d'espèces. Et cette identification de ces espèces se produit, comme je vous ai dit, au néolithique. Pour des raisons qu'on peut discuter, mais plus ou moins en même temps, au début du néolithique, il y a eu des grands centres de domestication d'espèces, une le Moyen-Orient, l'autre l'Amérique centrale et l'autre la Chine, même s'il y a aussi des points de domestication de certaines espèces en Afrique, en Amérique, en Océanie, mais ce sont ces trois grands centres de domestication de plantes. En fait, probablement, c'est une question de l'importance des sociétés en ce moment, la possibilité de faire des cultures, de faire l'agriculture dans cette région, et la présence de ces espèces qui sont les mêmes que nous utilisons. Le blé a été créé au Moyen-Orient. Vous savez que le lait, ça n'existait pas sauvage, le blé que nous utilisons. C'est une hybridation de 2 ou 3 espèces qui existent encore dans cette zone de Turquie, Syrie, Irak, cette zone-là. Le riz, il a été domestiqué en Chine et c'est toujours la base de l'alimentation en Asie de l'Est. Et le maïs, comme nous verrons aussi un petit exemple, le maïs en Afrique centrale. C'est en Amérique centrale. Dans toutes ces régions, il y a, à part d'autres espèces, surtout les fruits et des racines et d'autres, il y a toujours une céréale et une légumineuse. Les céréales, c'est essentiel pour l'énergie, les légumineuses, c'est essentiel pour le protéine. Hein? Il y a les lentilles et le pois chiche au Moyen-Orient, il y a les haricots en Amérique centrale, il y a le soja en Asie. Hein? C'est-à-dire qu'à cette époque d'origine de l'agriculture, il y a l'identification de ces espèces. Et vous savez qu'une des grandes choses qui a été la découverte, les grandes routes de transmission de commerce, ça a apporté ces espèces partout. Aujourd'hui, par exemple, on est en train d'étudier de façon très précise comment le lait est arrivé en Europe, comment le lait a été apporté, et ça a fait revenu avec des populations qui sont passées, qui se sont mélangées avec les populations locales, et en même temps, il y a porté la langue. Hein? Toutes ces choses-là, les gènes qui identifient les populations que nous sommes, par exemple, en Europe, ils sont venus avec les blés, ils sont venus avec d'autres espèces. Aujourd'hui, on est en train de voir tout ça de façon très précise. C'est l'origine de notre civilisation. Et vous savez qu'après la Renaissance, il y a eu le mouvement final
En Europe, nous avons reçu la pomme de terre, nous avons reçu le maïs, nous avons reçu la tomate, la pomme de terre, et tout ça, ça a donné toute une histoire. Et c'est pour ça que ces espèces ont et les contrôles, c'est toujours celles que nous utilisons. En fait, si on regarde, je vous donnerai un mauvais exemple, il y en a eu pas beaucoup des espèces nouvelles qui sont apparues. Dernier temps, peut-être que j'en parlerai d'une ou deux. Il y a eu toute une analyse de pourquoi sont ces espèces et pas une autre. Pourquoi on a domestiqué les animaux aussi, vous savez. D'abord la domestication du chien, après il y a eu la domestication du cheval, la domestication de la vache. Et par exemple, les gens se sont demandé pourquoi ces espèces et pas d'autres espèces. Et il y a une raison probablement basée sur la génétique de ces espèces, sur les génomes de ces espèces, qui font que les transformer, parce que vous verrez bien que des choses qui impliquent la domestication, c'est manipuler la génétique de ces espèces d'une façon très très profonde. Dans les animaux, par exemple, vous savez, le chien vient du loup, et vous savez la quantité d'espèces différentes de chiens qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est le résultat de notre pression sur la génétique du chien, qui ont créé parfois en train d'augmenter certaines maladies dans les chiens. Certains de ces petits chiens, c'est une maladie, c'est un petit nain, et disons certains de ces espèces de ces races que nous avons créées, c'est de vraies maladies, par exemple la pompe, par exemple. Et ça veut dire que la domestication, c'est un processus d'identification de variétés précises, de manipulation très profonde de ces espèces. Et on se demande aujourd'hui pourquoi tout ça. Avec les outils, vous verrez, avec les outils que nous commençons. Par exemple, le maïs. À gauche, il y a les graines de ce qu'on considère que c'est le maïs sauvage. Ça s'appelle le théocène. Encore, ça existe au Mexique. Pour savoir que c'est le théocène, il a fallu faire des analyses d'ADN, parce que c'est tellement différent le théocène du maïs que c'était difficile de trouver. Vraiment que celle-là, c'est la plante que les humains, quand sont arrivés en Amérique, il y a 15 000 ou 20 000 années, ils ont trouvé le théocène et ils ont commencé, vous verrez des exemples, ils ont commencé à le transformer pour arriver déjà ce qu'il y avait déjà quand les Européens sont arrivés au Mexique. Le maïs était déjà comme ça. Ils avaient transformé d'une partie à l'autre. Aujourd'hui, avec nos outils de génétique, nous pouvons savoir exactement ce qui est arrivé. Nous savons que de là à là, il faut changer 4 ou 5 gènes très précis. Trouver des variantes, des mutations qui transforment le maïs en grain. C'est tellement miraculeux que les Mexicains l'ont considéré un dieu, un cadeau de Dieu, parce que vraiment, c'est une transformation très très profonde. Et toute cette variabilité qu'il y a aujourd'hui, c'est aussi le produit, comme le chien, c'est le produit de l'action humaine sur les espèces, sur l'espèce de maïs. Maïs, parce qu'il a la fleur masculine d'un côté, la fleur femelle de l'autre, c'est facile à manipuler, c'est facile à arroser. Alors, on a une énorme variabilité dans cette espèce. Par exemple, un gène que nous savons exactement de façon très précise, c'est celui qui nous fait passer le théocène en plusieurs branches. Et le maïs n'a qu'une seule branche. Pour enlever les branches du théocène, il faut muter un gène très précis, qui s'appelle théocène branche, c'est un gène régulateur, un facteur de transcription, comme on dit. Si on mute ces gènes, les branches ne se font pas et il y a une seule branche. Ça veut dire que quelqu'un, il y a 5 000 ans, 6 000 ans, a trouvé des maïs qui initialement se les a choisis, les a sélectionnés et il les a replantés. Et comme ça, il y a eu plusieurs mutations qui ont été choisies
et comme ça, on va passer du kérosène au maïs. Par exemple, cette année, il y a eu des articles très radicaux avec les outils de la génomique, par exemple. Des chercheurs américains ont pris, par exemple, une vieille des plantes de maïs au centre de Mexique. Et ils ont trouvé il y a 5000 ans. Et ils ont séquencé le génome, ils ont fait tout le génome de cette partie qui était dans un musée. Et ils ont vu déjà qu'il y avait inclus certaines de ces mutations, certains de ces changements de gènes qu'aujourd'hui nous avons. C'était intermédiaire. Et c'était le maïs intermédiaire entre le kérosène et le maïs moderne. Et ça fait 5000 ans. Ou par exemple, ils ont pris aussi des restes de certains peuplages. Vous voyez la variabilité qu'il y avait, le maïs comme c'était. Ça, c'était il y a 1900, ça fait 1900 ans. Et aussi, ils ont séquencé le génome. Aujourd'hui, nous avons des outils très très puissants pour analyser des vieilles échantillons. Vous savez que cette semaine, par exemple, il vient d'apparaître une analyse extrêmement intéressante sur des échantillons humains, une centaine d'échantillons humains dans différentes parties de l'Europe. Et comme ça, on peut savoir quand certaines populations sont arrivées, quand certaines populations se sont arrêtées. Avec le maïs, c'est notre la même chose. Et on peut suivre ça veut dire que ce qu'il y a eu, c'est une accumulation, une mutation génétique qui ont permis de créer le maïs que nous avons aujourd'hui. La tomate, la tomate sauvage est toute petite. La tomate que nous mangeons, elle est suffisamment grande pour qu'on puisse jouir de ces vitamines. Et pour passer de cette petite tomate à l'autre, il faut changer au moins une gène. Il y en a plusieurs, mais au moins une gène qu'en fait, qui contrôle pas la croissance. En fait, c'est une croissance qui n'est pas contrôlée. Et comme ça, le fruit grandit le plus. Dans notre laboratoire, par exemple, ils ont étudié un groupe qui a étudié, par exemple, les formes. Vous savez, le fruit de la tomate a plusieurs formes différentes. Il y a des milliers de variétés de tomates, les 7000, les 6000. Et alors, aujourd'hui, on peut savoir quels sont les gènes précis qui font que la tomate soit ronde, soit allongée, soit différentes formes. Nous, aujourd'hui, ce sont des gènes précis que nous savons lesquels c'est qui fait une tomate plus grande, plus ronde, plus allongée. Et tout ça, on peut aujourd'hui le savoir. Une des choses importantes pour la domestication, par exemple, c'est que dans les céréales, c'est que quand une céréale, la graine, elle est mûre, elle reste attachée à la plante. Ça, c'est pas. Les plantes ont sélectionné juste le contraire. Quand une graine est mûre, l'important pour la plante, c'est qu'elle disperse, qu'elle tombe et qu'elle puisse disperser pour occuper plus d'espace. Un des caractères typiques de la domestication, c'est muter les gènes qui fait qu'il y ait une dispersion de la graine. Un groupe chinois, il y a quelques années, il a trouvé ce gène. Il a trouvé ce gène qui sépare la graine de la plante à un moment déterminé et cette plante tombe, et la graine tombe. Si on élimine ce gène, si on mute ce gène, la graine reste attachée à la plante. C'est un caractère très, très important pour le paysan. Si les graines tombent par terre, ça serait pas utile pour le paysan. Et ce gène, c'est un gène le plus typique de la domestication. Mais ça, c'est l'étape au début de la domestication, de l'agriculture. Mais il y a 100-200 ans, les gens ont commencé à se demander, la population humaine était en train de croître, elle était plus présente dans les grandes villes, et
il y a eu des prédictions, les plus célèbres sont celles de Malthus, qui ont dit que jamais l'agriculture pourrait produire des nourritures suffisantes pour la croissance de la population humaine. Hein? Et, vous savez, ça, essentiellement, c'est pas quelque chose qui est arrivé. En général, parce que les gens ont travaillé beaucoup pour comprendre tout ce qui permet de faire l'agriculture plus efficace. Vous connaissez les lois de Mendel qui a fait le petit coin. Mais en France, avant Mendel, il y avait eu, par exemple, des idées créées. Par exemple, il y a, quand on cherche en littérature, on trouve par exemple Augustin Sageret qui avait fait un travail très remarquable sur les melons, les cucurbitacées, et qui avait trouvé par exemple une idée très importante pour la génétique, qui est le concept de caractère. Pour analyser la génétique d'un système, il faut identifier des caractères qui sont ceux, par exemple, dans le cas de Mendel, c'était la rugosité du petit pois, par exemple. Alors, l'idée de caractère, c'était sur le cucurbitacées, pourquoi j'insiste sur le cucurbitacées. Et aussi, si vous allez, par exemple, à Pollure, vous trouverez un très joli jardin de palmes de M. Nodin, qui avait aussi créé certaines idées très intéressantes, précurseurs des idées de la génétique, qu'il avait fait aussi sur les palmes et sur les cucurbitacées. C'est-à-dire que pendant le 19e siècle, il y a eu toute une création d'idées qui ont fini par les lois de Mendel et qui ont abouti au XXe siècle avec ce qu'on appelle l'amélioration génétique des plantes, qui a permis de contredire ce qu'avait dit Malthus, parce que les rendements ont augmenté. L'exemple, pardon, laissez-moi continuer aussi avec des affaires historiques, surtout ici en France. Par exemple, la fraise, c'est une des dernières plantes qui ont arrivé dans nos assiettes. La fraise est arrivée au XVIIe siècle. C'était une plante qui était bien sûr sauvage, on la trouve dans les forêts, très, très bonne, excellente. Mais la fraise qu'on cultive, elle a été faite, l'histoire est très intéressante parce que c'était deux espèces américaines qui ont été dans un jardin français, que quelqu'un a vu qu'elles pouvaient s'hybrider et donner un fruit beaucoup plus intéressant. C'est ce qu'on trouve dans 1766. Cette fraise cultivée a passé en Amérique, où elle a été beaucoup améliorée, et maintenant c'est le groupe qui, enfin, qui l'améliore. C'est un mélange des deux. Et aussi, par exemple, ça c'est, par exemple, dans notre laboratoire, un groupe, ce qui essaye de faire, un groupe essaye de prendre la fraise qu'on cultive, qui est une fraise, vous savez qu'elle est très produite, on peut produire beaucoup, mais que l'arôme ne passe que ce qu'on voulait, elle n'est pas très aromatique comme fruit, tandis que la fraise sauvage, elle est très aromatique, mais on ne peut pas la cultiver, elle est très difficile à cultiver. Alors nous avons un programme de passer des gènes d'arôme de la fraise sauvage sur la fraise cultivée, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et ça, on le fait avec des techniques moléculaires, des techniques qui permettent de suivre les gènes qui sont ceux qui peuvent donner les propriétés que nous voulons. Et notre groupe chez nous, il travaille sur la pêche. Avec les techniques que nous avons aujourd'hui, ça permet en cas de la pêche, c'est très clair, ça permet de suivre exactement les caractères que nous voulons. Cette idée de caractère. Par exemple, nous savons qu'il y a dans le chromosome de la pêche un gène qui contrôle la couleur de la chair. Il y a la couleur jaune, il y a la couleur blanc. Dans notre chromosome, il y a la différence entre la pêche et la nectarine.
La pêche à la nectarine, c'est la même chose. La seule chose, c'est que la nectarine n'a pas de poids. Hein? Alors, il y a un gène qu'un oncle le mute, ne produit pas de poils, alors ça fait des nectarines. Et, par exemple, la forme. Vous savez qu'il y a des formes rondes, des formes plates. C'est aussi un gène qui est là, l'acidité, par exemple, ou la texture de la chair. Hein? Il y a des pêches qui sont plus fermes, des pêches qui sont plus molles. Et tout ça, c'est des gènes majeurs. Et c'est très important aujourd'hui, ça c'est utilisant le loi de la naissance. C'est tout gène de la génétique classique. Aujourd'hui, comme nous avons des façons de savoir exactement cette propriété avec des méthodes moléculaires, avec une plantule avant que l'arbre s'appousse, nous pouvons savoir si c'est une nectarine, si c'est la chair, elle va être jaune ou elle va être blanche, si elle va être plate. Et ça, c'est plus important pour ceux qui font une amélioration de la pêche. Bien sûr, il y a aussi autres gènes qui sont très intéressants, par exemple, de résistance aux maladies. Hein? Les pêchers, par exemple, ont des problèmes de serpentinose qui sont importantes. Alors, il faut aussi avoir des gènes de résistance aux maladies. Hein? Mais aujourd'hui, avec la génétique classique, et utilisant aussi les fils moléculaires, on peut faire, comme vous voulez, par exemple, comme vous voyez, aider beaucoup à ceux qui essaient de chercher de nouvelles variétés dans des espèces de longues, comme le fruitier. Le fruitier, c'est des programmes longs d'améliorer ça. Hein? Ou par exemple, aujourd'hui, nous savons de façon précise la différence entre le pinot noir et le pinot blanc. Hein? C'est une mutation très précise. En fait, il y a eu deux fois ces mutations pour donner du vin blanc, normalement le rouge, et pour donner du vin blanc. C'est une mutation aussi qui change la couleur. Ou par exemple, il y a eu un travail théorique, par exemple, qui explique les couleurs sanguines, les oranges sanguines. C'est aussi un tir qui contrôle la couleur. Et c'est très intéressant parce que, par exemple, en Italie, si vous avez été en Italie, vous savez qu'il y a beaucoup d'oranges sanguines, surtout du sud de l'Italie. Et si on prend des orangers du sud de l'Italie ou la plante nord, elles sont plus sanguines. Et ici, nous savons que c'est une partie, un gène qui mute, si, et qui a un effet sur la température. Quand la température est trop froide, ces gènes ne fonctionnent pas bien, et il faut que ce soit la sanguine dans la partie la plus chaude de l'état. C'est-à-dire que nous pouvons comprendre aujourd'hui, avec nos outils, nous pouvons comprendre toutes ces choses-là qui sont la base même de notre agriculture. Et, comme je vous ai dit, ça nous a permis d'avoir un rendement extraordinaire dans notre agriculture. Un des exemples les plus connus, c'est l'exemple de la révolution verte, qui ont permis d'augmenter le rendement, surtout de blé, de maïs et de riz aussi, c'était d'autres programmes, et que le rendement, comme vous voyez, ils ont augmenté d'une façon importante. Et ces augmentations de rendement, c'est ce qui explique la raison pour laquelle les prédictions de Malthus n'ont pas eu, ne se sont pas réalisées. Pour faire ça, pour avoir de l'irrigation de plantes, il faut de la variabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait quelqu'un qui choisit, qui fait la sélection de nouvelles variétés? Il a des populations, il regarde l'espèce, il se demande comme ça le mieux avec la fraise. Nous voulons avoir des fraises avec une meilleure arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche des espèces, des variétés dans l'espèce, ou des espèces très proches, qui ont les caractères que nous voulons, par exemple la langue. Et on fait des croisements. C'est-à-dire, on passe les gènes d'une espèce à l'autre, d'une variété à l'autre, et on sélectionne celle qui a les caractéristiques plus importantes. C'est-à-dire que toute sélection est basée sur la variabilité qui existe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement important de conserver la biodiversité. C'est à base de la sélection et cette variabilité. Si nous perdons beaucoup d'espèces, nous perdons beaucoup de variétés, nous perdons des possibilités de chercher de nouvelles caractéristiques. Et vous savez que partout dans le monde, il y a des banques, il y a des endroits
où on garde des variétés. Ici en Narbonne, il y a la meilleure collection de vignes du monde, par exemple. C'est cher de conserver ça, mais c'est très important qu'on le conserve. Parce que si nous voulons trouver de nouvelles variétés, il faut au moins conserver tout ça. Au Mexique, il y a un centre d'amélioration du maïs et du blé, où il y a plus de 100 000 variétés de maïs et de blé. Il y a un centre sur la pomme de terre au Pérou avec 5 000 variétés de pommes de terre et de pain. C'est-à-dire que ces efforts de conservation sont essentiels pour prévoir de nouvelles améliorations. Mais ça, il faut le savoir. Je ne sais pas si vous avez suivi la discussion sur la collection des vignes de l'Arbonne, mais c'était une discussion compliquée. Parce qu'il faut savoir quoi il faut garder. Comme je vous dis, c'est cher. Tout ça, il faut analyser, il faut savoir ce qu'il faut garder, ce qui est différent, ce qui est intéressant. Ces collections, par exemple, les collections qu'il y a dans de maïs et de blé sont énormes. Et conserver tout ça, c'est extrêmement cher. C'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui est intéressant et les proportionner. Beaucoup de ces centres sont ouverts. N'importe qui demande, je cherche, disons qui demande une variété, on lui donne, elles sont ouvertes. Et pour ça, c'est important. Mais une chose que nous pouvons faire maintenant, c'est augmenter cette variabilité. Nous savons que la variabilité de toutes les espèces, elle est constante. Toutes les espèces que nous vivons sont en train de produire des mutations continuellement. Et ces mutations viennent pour 3 raisons. Une, parce que la machine de réplication de l'ADN fait des erreurs. 2, parce qu'on est soumis à des radiations continuellement. Et les radiations ionisantes, ça produit des mutations sur l'ADN. Et 3, parce qu'on est soumis tout le temps avec des agents chimiques qui sont présents dans la nature et que nous sommes présents aussi il y a des agents chimiques qui sont mutagènes. Et ça, ils existent. Et aujourd'hui, peut-être, on se préoccupe parce qu'ils sont soumis peut-être à plus d'agents mutagènes. Mais ces 3 raisons, ça fait que toutes les espèces, tous les individus sont en train de changer tout le temps. Et ça, c'est la base de la sélection naturelle. Mais depuis qu'on sait ça, on a connu ça depuis le moyen de la moitié du XXe siècle, on a dit qu'on pouvait accélérer ces procédures. Et il y a toujours des programmes de mutagénèse. C'est-à-dire ce qu'on fait, on prend des semences et on les soumet à des agents chimiques ou on les soumet à des agents de radiation pour accélérer, pour produire de nouvelles mutations. Par exemple, il y a eu des semences de maïs qui ont été portées là où on faisait les expériences de robots atomiques, par exemple, au Pacifique. Et ils ont cherché si ça produisait de nouvelles mutations. En fait, il y a aussi une façon dirigée de création de variabilité par des méthodes moléculaires dont on parlera la fin. Parce que aujourd'hui, nous savons que les gènes sont faits d'ADN et depuis 1972-1973, nous savons recombiner, nous savons prendre les gènes, nous savons amplifier, nous les savons analyser et nous l'avons utilisé ça pour étudier les plantes. Par exemple, ça bien sûr, c'était très important, ça voulait de l'argent, mais en tant que ça, ils ont créé des espèces, ils ont breveté. Ces technologies ont introduit la question des brevets dans la biologie. Et déjà, à ce moment-là, il y avait un débat. Il y avait un débat pour savoir si ces technologies, il fallait les contrôler, dans quelles conditions il fallait les utiliser. Et aussi dans la biologie, ces débats ont commencé à entrer dans la biologie. Nous, par exemple, nous avons la première fois qu'une séquence d'ADN a été faite à Barcelone, dans notre région, ça a été en 1985. C'est pour vous dire un peu la vitesse que nous avons été.
Ça, je vous montre la première séquence que nous avons publiée en 85. C'était une petite gêne de maïs, peut-être de maïs. Ainsi que pour trouver ces petites séquences d'adentro, on passait 2 ou 3 ans pour le faire. Ça, c'était en 85. En 98, on a déjà publié une partie d'un génome d'une plante. C'était déjà 1,9 million paires de patients. On commençait à voir qu'est-ce que c'était un génome, comment les gènes étaient structurés, quels étaient les gènes qui existaient déjà. Ce génome de Arabidopsis, cette petite plante modèle, a été publié en 2000. Et ça veut dire que vous voyez la vitesse qu'on fait comme ça. Aujourd'hui, on est au siècle des génomes. Parce qu'on commence à comprendre le génome complet, on peut commencer à étudier des caractères complexes, et on peut, on parlera de ce qu'on fait avec les nouvelles espèces. Regardez, ça c'est le coup de séquençage d'ARN. Séquençage, ça, c'est l'obtention des techniques qui permettent de comprendre toute l'information qu'il y a dans l'ADN, dans le génome. Vous voyez là, ça c'est depuis 2001 jusqu'à 2013. C'est comparer le coup avec la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi qui explique que les ordinateurs, tous les 18 mois, doublent la capacité de ses mémoires. Ça, c'est la loi de Moore. Regardez que le coût de séquençage a été beaucoup plus vite que ça. Les techniques d'obtention de l'information des séquences. Je vous ai montré que nous avons passé 2 ans pour avoir une petite boussole d'ADN en 85. On est en 2000, ça a commencé cette quantité et ça a été beaucoup plus vite. Ça, c'est un combat, cette même figure qui est américaine de Lina Yage, qui semblait en 2013. Il semblait en 2013 que les choses allaient se stabiliser. Et vous voyez que ça commence encore. Il y a de nouvelles technologies, de nouvelles techniques qui nous permettent de faire du séquençage d'ADN de façon extrêmement vite pour acheter. Par exemple, une des nouveautés qu'il y a eu, c'est avoir des petites archives de séquençage, vous voyez, ça c'est une petite chose, et qu'on peut s'emporter n'importe où. Les technologies d'analyse des génomes, comme vous voyez, ça a explosé les dernières années. Et qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, sur le plantes, en 2010, on avait déjà plusieurs génomes. Le premier génome que je vous ai dit, c'est en 2020, qu'on a publié à la Arabidopsis, que c'est une petite plante modèle. Mais en 2010, on avait déjà le peuplier, par exemple. On avait déjà la vigne, le maïs, le sorgho, le riz, la papaye. Et on avait déjà, si on regarde la liste des génomes en 2016, la liste des génomes c'est le passage, il est en train tous les jours d'apparaître de nouveaux génomes grâce à ces nouvelles technologies qui sont extrêmement performantes actuellement. Par exemple, on a maintenant, on pense à publier les génomes des conifères. Pensez que c'est des génomes énormes. Ça, ici en bas, c'est la petite barre bleue, c'est le génome du maïs, qui est à peu près le même que le génome humain. Et vous voyez que la longueur de ces génomes sont plusieurs fois celle du génome humain. Et on commence, sont des génomes très complexes, même si ils ont le même nombre de gènes que nous, plus ou moins. 25 les gènes, à peu près les peines. Mais le génome, il est énorme. Les gènes sont perdus au milieu de quantité de séquences qu'on ne sait pas bien spécifiquement, qui sont des génomes humains. On peut maintenant commencer à voir des génomes qui sont tellement grands. Et on a trouvé qu'il y a des plantes avec des génomes extrêmement petits, il y a des plantes qui sont de l'ordre de celui-là, c'est 63 000 bases, celle du génome humain, c'est 3 000. Et cette plante, elle a 60, c'est 50 fois plus petite que le génome humain. Avec le même nombre de gènes, c'est un génome extrêmement compact. La raison pour laquelle ces plantes ont ce petit génome est, il y a Finlande avec
des génomes qui sont 20 fois, 50 fois plus grands que les génomes humains, on ne le sait pas encore. C'est une chose probablement, on ne peut pas dire que c'est, disons, qu'il y a des raisons sélectives, évolutives, mais probablement, c'est pas trop important pour certains. Dans ces plantes, par exemple, attention qu'un petit sur des petites plantes carnivores, c'est un phénomène extraordinaire. Et, bien sûr, on a étudié les gènes les plus importants. Je vous ai dit que on base notre adaptation sur un certain nombre d'espèces, comme le riz, par exemple. Le riz, c'est une des espèces les plus importantes pour l'alimentation humaine. Elle a été publiée, ça a été déjà une compétition entre consortium biblique international, entre Monsanto, la compagnie de semences, et des groupes chinois qui ont été qui ont emporté la course, parce qu'ils ont été beaucoup plus vite. Hein? Et déjà, on voyait l'importance que cette maintenant, les gens de l'Youtuber, comme ils ont, c'est un effet public. En biojournal, les séquences, en général, de toujours publiques, sont toujours de public pour faire la recherche. Et surtout, une autre chose qui est intéressante, avec cette puissance que nous avons, comme on cite, un article qui ont publié un book chinois, il y a quelque temps, ils ont publié 1000 variétés différentes, pas un seul livre. 1000 variétés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont pris des variétés de riz qui étaient dans différentes parties de la Chine, et ils ont publié pas une, mais 1000 différentes. Et en comparant ces variétés, on peut aller en arrière sur l'investigation de riz et on peut essayer de comprendre quelles sont les bases génétiques qui font la différence d'une variété à l'autre de riz. De qualité, de propriétés de culture, de résistance aux maladies, et ce qui nous intéresse au cours des cultures. Vous voyez que maintenant, il y a des articles où il apparaissent des milliers de génomes différents. Maïs, le génome du maïs est un génome compliqué. Le maïs est un génome compliqué, c'est une ancienne hybridisation entre deux espèces différentes. C'est un génome très compliqué et ça tardait beaucoup à sortir, mais finalement, il a pas réussi. Et des arbres, le peuplier, par exemple, les plantes comme le peuplier ont une importance écologique importante, mais aussi économique. Les peupliers ont beaucoup de matières papier, la bois, beaucoup de choses qui sont importantes dans certaines régions. Il y a aussi ce qu'on appelle les cactus, c'est aussi important. Ici à Toulouse, il y a des groupes qui ont travaillé sur le cactus, sur la soja. Ils viennent d'apparaître le génome de la quinoa. Hein? Ça, c'est peut-être un exemple d'une espèce qui a été utilisée, elle était probablement partiellement domestiquée en Amérique, et que maintenant ça attire l'attention déjà. Ça, c'est un exemple d'une espèce que peut-être la génomique pourra faire changer la culture d'une espèce qui est intéressante. C'est pas sévère, mais c'est comme protéine, il y a notamment en énergie. Mais il y a certains problèmes, il y a des substances qui s'appellent les saponines qui empêchent l'alimentation de la quinoa. C'est vous qui l'a séquencé. Ils ont trouvé quels sont les gènes de la saponine. Peut-être il pourrait y avoir une façon d'enlever des substances qui étaient importantes pour se protéger de la plante, mais qui nous empêchent de la consommer. Hein? Et ils ont fait aussi une étude sur l'origine de la quinoa et son voyage rarique. Il jury d'ailleurs le génome de la vigne ici. Un groupe français, un groupe italien, bien sûr. Ils ont fait le génome de la vigne qui est plus ailleurs. Et je vais raconter un peu ce qu'on fait nous à Barcelone. Nous, dans notre centre, qui est le campus du centre de Barcelone, il y a un consortium entre le CSIC, qui c'est une institution du gouvernement central,
vieux une institution gouvernementale, un consortium qu'un politicien, c'est qui déjà c'est de maman, maintenant ça c'est une poste. Il se parle, ça les les conflits assez importants, mais parfois on arrive à se traîner. Alors, on a réussi à faire ça il y a certain temps. Et ce que nous faisons, on travaille sur des espèces modèles. Quand je me dis qu'aujourd'hui, c'est très important de continuer à travailler sur des espèces modèles parce que, quand ça parle d'ellipsis, c'est une petite plante avec un cycle très rapide dont on connaît complètement les génomes, il y a plusieurs génomes, des milliers de génomes différents. Dans l'ellipsis, on a toutes les collections de mutants sur cette plante, c'est un outil extraordinaire. Et là, par exemple, on a encore continué, et ça va continuer à étudier les caractéristiques, ça c'est la biologie essentielle, la biologie des plantes, de riz aussi. On travaille sur des céréales, parce que c'est important, les fruits. Je vous ai montré la pêche, hein? C'est une chose qui est un groupe qui travaille fort sur ça. Sur des espèces, on dit, les fruits, la tomate, la pomme de terre, la fraise, je vous ai dit. Hein? Et on a aussi des groupes qui travaillent sur les aliments, sur le cochon et la vache. Hein? Je vais vous présenter rapidement un des projets que nous avons fait, c'est le génome du melon. Hein? Et pourquoi le melon? Parce que, vous verrez ici les raisons, c'est une espèce importante en Espagne, en fait, c'est un bel exportateur européen de melon. La semence de melon est très valieuse, une valeur assez importante, c'est une espèce hybride. Nous savions que c'était un génome qui n'est pas très grand, un génome relativement moyen, en ordre de 400 mégamarques, c'est-à-dire presque 10 fois moins que le génome même. En plus, il y a des espèces apparentées, comme le concombre, comme la pastèque. Et nous avons entrepris de faire le génome du melon. Aussi, une autre chose intéressante, c'est que le melon, il est extrêmement variable comme espèce. Avant, je vous ai parlé d'origine de la génétique, qu'il y a eu beaucoup d'idées qui sont parties des mobilités sensées, comme nous avons exagéré. Et vous voyez là, on suppose que c'est une melon sauvage. Ça s'est discuté, parce que on ne sait pas trop. Il y a des gens qui pensent que c'est de l'Éthiopie, des gens qui disent que c'est de l'Asie. Fin de la discussion. Mais vous voyez que comme chose, la domestication, ça fait, par exemple, que la partie qu'on mange, elle a été exprimée. Vous avez cette partie, ce qu'on mange. Disons ici que l'homme sauvage, elle est très petite. La domestication, sont trouvés des mutants qui sont beaucoup plus grandes. Cette partie que c'est justement que nous utilisons. Il y a une variété très grande de la forme. La forme, vous savez, nous avons des melons sphériques, comme le cantaloupe, qu'est-ce que c'est? Et nous avons des melons plutôt allongés, c'est pour le Vangelis inodorus. Et l'autre, c'est aussi le melon, qu'on appelle les variétés qui sont presque très allongées. C'est-à-dire qu'il y a une variabilité, je vous disais que toute sélection est basée sur la variabilité. Alors, il y a une énorme variabilité. Aussi, par exemple, l'arôme. Nous avons de grandes variétés, le cantaloupe, qu'on cultive beaucoup ici en France, qui est très aromatique, comme vous savez, mais qui ne se garde pas beaucoup. Tandis que, par exemple, le rose, que de l'Espagne, qui se garde beaucoup plus, mais qui a moins d'arôme. Comme vous verrez, c'est une des choses que nous utilisons en ce moment. C'est-à-dire que nous avons fait ces cancels de l'homme. Nous avons réussi à avoir 4 méthodes de rôle et mettre ensemble beaucoup de gens chez nous. Et finalement, nous l'avons publié en 2012. C'était le premier génome qu'on fait complet chez nous. Et pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour identifier des séquences qui sont liées à des caractères agronomiques, pour analyser la variabilité, pour séquencer les variétés d'amélioration. Ça, les compagnies de semences, elles sont très intéressées à ça parce que ça les aide beaucoup. Comme je vous avais dit, comme vous avez dit, si nous avons des marqueurs, des caractères importants, ça accélère beaucoup l'amélioration. Et on est comparé avec d'autres espèces. Par exemple, on a publié plusieurs articles après. Et par exemple, on fait des outils pour trouver, par exemple, la forme, pour travailler sur la forme ou sur la résistance.
nous avons passé ces gènes, c'est un groupe français, un groupe de Debly et d'Orsi, qui a publié des articles très intéressants. Mais maintenant, une caractéristique, il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles, des fleurs hermaphrodites. Et ce groupe, il a utilisé notre génome pour pouvoir trouver les raisons pour lesquelles on détermine le sexe, par exemple. Hein? Et ça a été aussi une réussite très intéressante. Si à Toulouse, hein, il y a un certain nombre d'années, un groupe d'ici, de l'université, a sorti des gènes qui ont à voir avec la donation. Et ça, c'était il y a un certain nombre d'années. Et on disait ici, devant des auteurs présents dans cet article, et que ça pouvait permettre de contrôler la donation. Et des choses qui arrivent avec Catalouche et qui s'arrivent très vite, hein, ça c'était très intéressant de cultiver. Il y avait des propositions sur ça dans cet article qu'on pouvait discuter après, si vous voulez. Hein. Ça aurait été faire un homogène, ça c'est très difficile, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les génomes? On peut faire l'amélioration, mais basée non simplement par 4 ou 5 caractères, mais tantôt on développe des technologies qui permettent d'utiliser ces données de génomique pour l'amélioration. On peut faire une mutagénèse. Aujourd'hui, je dis, on peut faire des systèmes qui permettent, par exemple, des technologies qu'on peut faire des mutations avec des systèmes chimiques, par exemple, et trouver des changements dans des gènes qui nous intéressent. Aujourd'hui, là-dessus, dans aussi d'autres technologies, par exemple, l'analyse d'images qui vous permettent d'accélérer les technologies et avec informatique éléments. Après, je vous disais, dans la genèse, par exemple, aussi, on peut faire des variations. Il y a, comme dit ici, plus de 1200 variétés qui ont été produites par des mutations par radiation. Et qui sont dans les marchés, qui ont été produites de cette façon aujourd'hui par des génomiques qu'on peut identifier beaucoup plus ces choses-là. Mais la restriction qu'il y a aujourd'hui, vous savez, c'est l'édition génomique. C'est une des nouveautés qui permet d'exploiter d'une façon beaucoup plus rapide et précise les données de l'ingénieur. Pourquoi? Parce que ce système qui est basé sur les procédures de défense de l'ATI permet de produire des petits changements là où ils nous intéressent. Pas le système de mutagénèse, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des mutations partout, on choisit celles qui sont intéressantes. Cette technologie spécifique aller aux gènes que nous savons bien intéressants et produire des changements complémentaires. Il y a, comme je vous ai dit avant, il y a des brevets, il y a une grande discussion sur le brevet, sur les humains, bien sûr. Et en agriculture, il y a cette technologie est en train de changer tout le temps. Par exemple, normalement, il faut transformer, faire une transformation, pas de transgénie, mais il y a des moyens de le faire sans faire de maladie génique, sans faire un gène. Par exemple, aussi un exemple que nous avons fait, nous avons, juste avec aussi une coopération avec un groupe français, nous avons identifié un gène du melon qui produit la résistance contre un virus. Nous avons essayé de trouver la même chose avec d'autres dans la population de melon, d'autres variantes de ces gènes. Aujourd'hui, il fait sortir aussi de la Tibétaine à l'intérieur un groupe israélien qui a produit une nouvelle variété de la résistance au virus, tant concombre, en utilisant l'information que nous avions, en utilisant ces systèmes. Et ici, pour vivre, c'est non transgénique parce que ils ont utilisé cette technologie et après, par croisement, ils ont enlevé les modifications génétiques, sauf cette petite modification de résistance au virus. Ça, c'est une partie de discussion que nous avons maintenant. Il y a de nouveaux développements très intéressants aussi. Cette année, il vient de sortir une nouvelle approche en utilisant ces systèmes d'édition génomique qui permettent de modifier, comme il dit ici, de le faire complètement à domestication de n'importe quelle espèce.
parce qu'avec cette technologie, on peut changer justement les gènes que nous savons qui sont importants pour l'investigation. Et il peut trouver de nouveaux gènes, de nouveaux caractères qui émanent de beaucoup de gènes en fait. Ça aussi, c'est des développements qui sont en train de changer beaucoup la technologie. Ça, c'est que le gène, ça, c'est ici, il y a ce ballon, ça joue contre ça, parce que ça, c'est un dossier pour faire approuver le gène. Et pour approuver le modèle, ça veut dire beaucoup d'argent. Ça, c'est pour 10 millions d'euros, 15 millions d'euros. Ça veut dire, par exemple, attendre beaucoup de temps, mais ça, c'est un dossier qui a été dans le modèle d'OGM, de l'autorité de sécurité alimentaire, qui avait été présenté en 2001. En 2017, il n'est pas encore approuvé. Hein? Et vous savez que s'il est approuvé, il sera non perçu dans les pays, parce qu'il faut étiqueter, les gens ne vont pas acheter ça. Ça a bougé en France, vous savez. C'est-à-dire que savoir si les plantes qui sont modifiées par l'édition génomique sont des OGM, c'est une question très importante qui est en ce moment sur la table. Et c'est la question qu'on est maintenant. Il y a de nouvelles technologies et la question de savoir lesquelles de ces technologies sont des OGM ou sont pas des OGM. Comme il dit ici, il y a 2016, il disait qu'Altrova, la Commission européenne, allait décider. On est en 2017 et je m'avais décidé. C'est une question complexe. Il y a beaucoup de lobbying dans cette sens d'accord. Il semble que le mois prochain, il va y avoir une première décision. On va voir. Il y a eu les académies qui ont dit qu'il fallait pas considérer ça. Hein? Il y a eu des rapports, si vous intéressez, il y a beaucoup de rapports faits, par exemple, pour les académies. Il y a aussi un auteur de ces rapports ici, et au même temps que nous discutons ça, aux États-Unis, il faut décider qu'il ne va pas être nécessaire de passer le système d'approbation si c'est modifié, si c'est par édition génomique. Ils ont déjà approuvé un champignon qui n'existe pas, qui n'a pas de couleur marron. Ils ont déjà approuvé aussi un maïs et un maple. Pour finir, il faut que ces technologies, comme vous voyez, sont des technologies de poussade. Sont des technologies qui peuvent permettre de comprendre ce qui est arrivé dans le passé et ce qu'on peut faire au début, qu'on peut faire. Et on continue, il faut qu'on soit conscient, qu'on continue à devoir utiliser tout ce qu'on sait pour continuer à produire de la nourriture comme encore besoin. Le problème que Marcus avait dit, il est toujours présent. La FAO a dit qu'il fallait d'ici à 2050, il fallait augmenter 60% la production d'aliments dans le monde. Cette année, si vous voyez, le rapport de 2017 de la FAO a dit que la faim tourne à augmenter, continue à augmenter en ce moment. Il avait descendu beaucoup, il avait descendu systématiquement maintenant, surtout à cause des conflits dans le monde, mais il y a toujours un problème accès à la nourriture. Nous avons un changement climatique, comme on dit dans le rapport du Comité international, un des premiers effets qu'il va avoir, c'est sur l'agriculture. On l'a déjà. Vous voyez qu'il y a certaines cultures qui commencent à les varier. On plante la vigne en Suède maintenant, et dans Bretagne. Alors, je dis que le vin qu'on produit en Espagne, il a de plus en plus de décrets. C'est-à-dire qu'il y a pas de la vin, bien sûr. Il y a des gens qui pensent que notre civilisation avait été basée sur l'agriculture, que pendant un peu de temps, ça a été basé sur le pétrole, il faudrait remédier sur l'agriculture. Parce que le pétrole, on ne peut pas s'en servir, et il faut le remédier. Ça veut dire que si on commence à demander à l'agriculture d'avoir des beaux carburants, des nouveaux produits chimiques, il va y avoir sans doute des choix à faire. Parce que les problèmes d'alimentation, ils y sont toujours. Et en plus, il y a plusieurs formes à l'agriculture. Cette discussion que nous avons en Europe. Il y a des gens qui voudraient utiliser une agriculture avec moins, et tout le monde voudrait utiliser moins de pesticides, moins de fertilisants, moins de résidus. Il y a plusieurs formes d'agriculture qu'on est en découvrir en Europe.
et deux sont probablement très utiles pour les paysans, sur certains paysans. Ça dépend de discussion qu'il faut avoir là-dedans. Et il y a eu plusieurs rapports de la société anglaise qui disent ça. Donc, c'est comment on peut prendre le bénéfice de toute cette explosion d'informations scientifiques que nous avons pour avoir une agriculture plus soutenable. Vous avez eu aussi un rapport au Parlement français, très intéressant. Et pour conclure, je crois que les génomes des plantes, comme vous voyez, permettent une connaissance approfondie des raisons que nous consommons des espèces de plantes. Et cette connaissance peut être utile pour l'agriculture par différents moyens, ou par exemple les visites. Il faut rectifier et décider. Merci. Bonsoir et merci pour cette conférence. Vous avez beaucoup insisté sur l'importance de conserver la variabilité génétique. Et je me demandais si, à l'heure actuelle, vous pensez qu'il y a encore des essais, des prospections d'autres nouvelles espèces, de nouvelles variétés, ou pas, parce qu'on arrive à une saturation de nos capacités de stockage, et que, comme vous disiez, à maintenir, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce qu'il en avait besoin? Moi, je crois qu'il y a deux écoles, au moins, si je veux faire un peu la caricature, il y a deux écoles. Une école qui dit que si on se met à essayer de domestiquer certaines espèces, ça sera très difficile qu'on rattrape tout le travail qui a été fait pendant des siècles pour des espèces qui sont basées au d'agriculture et qu'il faut se concentrer sur cela. Il faut se concentrer sur les espèces que nous savons, que nous cultivons et, par exemple, créer de nouvelles variabilités. Je crois que les disques, exemple, la transgénèse aussi, il faut créer de nouvelles variétés. Et il y a des gens qui disent, au contraire, qu'il faut encore prospecter. Qu'il y a des espèces, par exemple, ils étaient appelés à Colombie. Vous savez qu'en Colombie, en ce moment, il y a un processus de paix. Et ce processus de paix, c'est que certaines régions qui jamais avaient été prospectées, parce qu'il y avait la guerre, maintenant sont ouvertes. Alors, le gouvernement colonial se demande, est-ce que maintenant, il faut investir beaucoup, parce qu'en Colombie, c'est un pays avec une énorme variabilité, diversité. Alors, est-ce que nous avons pas une opportunité? Et bien, je crois que oui, ils sont faits. L'opportunité avec des nouvelles technologies, avec une partie qui par des raisons de la guerre, que tout ça avait été exploré jamais. Maintenant, ils ont l'opportunité de faire de façon systématique, d'une façon. Moi, je vois qu'il faut faire des choses. Opinion, il faut faire des choses. Si que je crois, la conservation qu'il faut la faire, il faut la faire de façon intelligente. On ne peut pas conserver n'importe quoi, parce que semble que ça c'est une tomate très bonne qui avait le petit péché. Peut-être qu'il faut savoir exactement, parce que parfois ça c'est une duplicate, ça existait déjà quelque part. Ça, il faut le faire comme intelligente. Savoir exactement ce qu'on garde pour qu'on arrête, l'avoir bien classé, bien autorisé. Et je crois qu'il faut faire encore la prospection. Je me posais une deuxième question sur ce stockage, parler du stockage finalement des ressources génétiques ou matérielles, mais montrer également la diminution des coûts des génomes qui font qu'on a une tendance à beaucoup séquencer, et maintenant on peut séquencer presque au laboratoire facilement. Est-ce qu'on a les moyens actuellement de conserver toutes ces données et de les analyser, parce qu'au final, vous disiez qu'il y a environ entre 25 et 30 000 gènes par espèce. Comment on fait pour finalement puiser dans ces ressources-là et ne pas faire du séquençage juste pour du séquençage? Ça, c'est bien le problème. C'est ce qui est plus certainité. Je crois que en 30 mètres, notre base de données,
des séquences de qualité horrible. Hein. Et c'est de faire des poussettes, je dirais pas, disons, je ne sais pas comment dire, une truc élégante. Oui, et le travail, tout ça, c'est pas, on va le faire quand on va avoir un problème, je crois, avec la quantité énorme de séquences qui n'étaient pas nettoyées, qui n'étaient pas identifiées. Moi, je veux encore être propre. Bien sûr que nous savons que software pour les pays, ça c'est lourd, ça c'est compliqué. Mais c'est sûr, je crois qu'on a eu une grande prévision de faire que toutes les séquences ADN sont publiques, sont accessibles à tout le monde, puis ça c'est très bien, c'est magnifique. Mais bien sûr, vous savez qu'on a train de remplir des ordinateurs avec beaucoup de choses dont on ne sait pas du tout. Et même ce qu'on plus, c'est la qualité. Plus que la qualité, c'est la qualité de ce qu'on a. Je crois qu'on va pas avoir cette zone. Et le deuxième carcom, d'accord. Oui. Ah, moi, je l'abîme. Bonsoir, vous avez étudié la diversité des non-vivants dans le monde de l'INOS. Vous avez aussi la diversité du monde des cancers. Donc, par exemple, je trouve une espèce en les batailles qui a en visite de Java. Donc, on vous expliquer la taille aussi grande de ces certaines espèces. Ça va rencontrer l'objectif correct. Non, disons que c'est une question qui est, je crois, ouverte. Pourquoi, par exemple, il y a des plantes qui ont des génomes minuscules, hein, disons, qui ont condensé tout presque sans les gènes se chevauchent l'un à l'autre. Et tandis nous avons ces plantes. Je crois que chose qui arrive, c'est que ces génomes énormes sont des génomes de plantes qui ont des longueurs de vie très rudes, sont des vies très longuement. Ils ont des cycles cellulaires et des cycles de vie très très longs. Et que pour elles, probablement, ça ne leur gêne pas d'avoir, on dit toujours que l'ADN est bon marché dans la cellule, la protéine sont chères, mais le marais c'est bon marché. C'est-à-dire que ça ne gêne pas beaucoup, et comme c'est il n'a pas eu de sélection contre, parce que les génomes sont toujours en train d'augmenter et de rétrécir. Il y a un mécanisme de choses, surtout c'est des rétrotransposantes et séquences répétitives, répétées qui se reproduisent et qu'on enlève. C'est-à-dire que probablement il n'y a pas de sélection contre ces grands génomes dans ces espèces. Mais vraiment, si vous regardez les longueurs de génome, c'est un peu chaotique. Hein. Il n'y a pas de... Sauf ces grandes tendances, au milieu on trouve des espèces très proches avec des génomes de taille très différentes. Et je ne crois pas qu'on ait une idée bien claire des raisons. Probablement, c'est un mélange entre des productions neutres, disons, ça fait rien du tout, et de certaines contraintes dans certains cas. Mais je ne crois pas qu'on ait une idée claire de tout. Merci. Également, vous parlez des généralités. Par exemple, chez le mur, c'était la transformation des mots répétés là, dans le génome. Justement, c'est ça aussi avec le phénomène de polycoétique qu'on connaît. Et c'est ça, c'est assez, elles sont les caractéristiques plus spécifiques des plantes et leur apporter par exemple des qualités de régulation. On sait, par exemple, que les séquences répétées peuvent être des sources de méthane, mais on a vu aussi que c'est des sources d'éléments régulateurs. Parfois, on voit dans les promoteurs, enfin, dans la zone régulatrice des plantes, des morceaux ou des morceaux de séquences répétées qui apportent, par exemple, ce gène de Rovaris, qui est la sanguine, c'est un transposome qui est là, qui contrôle l'expression du gène. Et aussi, dans le cas du mélome, il y a un morceau d'une séquence répétée qui est là. C'est-à-dire que sont un temps de sources de variabilité qui va être très intéressante
et sont des sources parfois, c'est-à-dire que évolutivement sont intéressantes. On sait que même le sexe même, c'est une façon d'assurer qu'il y a toujours une variabilité qui permet aux espèces de s'adapter au changement de l'environnement, au changement des pathogènes. Il faut que les espèces changent tout le temps, non? Ces éléments répétés sont une source. Aussi, on sait maintenant que la régulation des gènes a à voir aussi avec la structure du chromosome. Disons là, comment les gènes sont mis à l'intérieur du noyau, c'est important pour la régulation. Et ça doute, c'est ce qu'on répétait beaucoup à voir avec la structure de l'ADN. C'est-à-dire plusieurs facteurs, dont certains, je crois qu'on les connaissent tellement bien. Et j'avais une dernière question. Avec la technique CRISPR-Cas9, est-ce qu'il considérait cette technique comme une technique d'expression en pellicule trillière? Est-ce qu'en France, la législation de carnet Massa, est-ce que ça se peut être une technique juste pour être utilisée comme seulement un outil de recherche et pas pour comme produire une nouvelle espèce? C'est une outil de recherche extraordinaire, tous les utilisent, et sans doute, ça, je ne crois pas qu'il y ait personne qui est contre, peut-être il y a quand même. Mais je veux dire que c'est une étude de recherche que je crois est bien acceptée dans nos laboratoires et mais dans les plateaux, on les mange. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir une nouvelle variété. C'était ce qu'on a discuté ce soir. Pourquoi on ne peut pas utiliser cette technologie pour résoudre certaines questions qui sont intéressantes pour notre agriculture? Là, je crois que dans notre législation européenne, c'était prévu que l'analyse du risque, ça se passe cas pour cas. Et là, il y a un exemple, il faudrait admettre que c'est un cas différent. Il y a une autre chose différente, une autre chose qui est très importante, c'est que, comme je vous ai dit, cet exemple israélien le montre, on peut faire une mutation dans un gène, enlever toute la machine qui a produit la mutation et rester qu'il ne reste que cette mutation dans le génome différente des autres. C'est-à-dire que le produit final, ça va être très difficile à distinguer des mutations spontanées ou des mutations créées par d'autres. Et ça peut créer un problème vraiment important, disons, après, pour identifier. C'est-à-dire que, même pour une raison pratique, pour une raison d'utilisation, moi je crois que soit on ne devrait pas appliquer exactement la législation européenne, soit il faut être de façon spécifique pour qu'on puisse utiliser ça d'une façon moins lourde que ce qu'on dit. Moi, ça, c'est mon opinion. C'est l'opinion de la plupart des rapports académiques que j'ai publiés. Merci. Ce sera la dernière question. Dans le cadre des os de 2018, je suppose. Et après, on passe à la salle. Vous avez beaucoup parlé de la variabilité génétique et il y a un aspect dont on entend de plus en plus parler, mais comment l'intégrer à nos processus de sélection, c'est les aspects épigénétiques et les variabilités épigénétiques. Est-ce que vous pensez qu'elles pourront être prises en compte, comme la génétique a été prise en compte déjà depuis longtemps? Et est-ce qu'actuellement on a les outils d'Afebo pour baser notre sélection dessus en Mars? Si tu vois cet article de Koshke Harvard, de CE, qui était publié il y a un mois ou deux, ce qu'ils font, c'est appliquer le CRISPR de façon systématique sur le promoteur. Et le promoteur, c'est l'épigénétique. Hein? Disons, c'est le contrôle de l'expression. C'est évident qu'il faut tenir compte. Et surtout, moi je crois qu'il faut tenir compte de cette modification des gènes régulateurs. Et nous savons bien clairement que ça intervient certains aspects génétiques dans beaucoup de caractères, et que surtout, moi je trouve des aspects de révélation. Ça, je pense, c'est l'activité qu'on peut
agir là-dedans, et même peu au hasard, parce qu'il peut être aussi un peu, disons, sagesse, ça peut être. Bonsoir, merci. J'ai une question sur l'appareil portable, justement sur la possibilité maintenant de séquencer le génome. Ça veut dire que, est-ce que du coup le citoyen lambda pourra, il y a déjà, du fait du coût et de la facilité de cet appareil, savoir de quelle plante il s'agit, de quelle espèce, permettre quand même là de pouvoir restituer en fait. Donc, pour des espèces, probablement, nous avons des outils plus simples hein, pour le faire ça, même avec les portables. Donc, un portable, vous avez des systèmes qui vous permettent de regarder les espèces et vous les dites, les portables. Hein. Ils ont sans besoin d'extraire l'ADN et faire tout ça. Il a des systèmes d'identification. De l'analyste. Est-ce que sur la progression, ça t'intéresse si c'est peut-être ce petit appareil portable? Si c'est temps, moi je crois que d'abord, mais de tenir compte, il faut avoir une certaine expertise, d'accord? Il faut savoir extraire, il faut savoir utiliser l'analyse, il faut le payer, il faut après interpréter les données comme per l'informatique. La renrelation avec des masses de données. C'est possible, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je crois pour les plantes, je vous conseillerais pas d'investir, c'est déjà. Je conseillerais d'investir sur une application de portable. Ça doute. Et si les questions les plus difficiles, ça va être si on commence à séquencer de l'ADN de nos enfants. Là, il y a un peu problématique. Mais pour les plantes, je vous conseillerais d'investir dans des applications d'image qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus amusante. Et autre question, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Est-ce qu'on s'est dit le génome des comételles est plus complexe que le génome humain? Beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. C'est-à-dire que l'ADN, c'est 50 fois plus grand, ou quelque chose comme ça, plus grand. Nombre de gènes, pas nécessairement. À longueur. Vous savez, dans nos cellules, chacune de nos cellules a une copie de l'ADN, de notre ADN, qui peut faire 3 mètres de haut, hein, qui est, disons, compacté d'une façon extraordinaire. Et là-dedans, les aspects de contrôle et tout ça, c'est très important, non? C'est une question de longueur. Hein. Nombre de gènes, c'est pas spécialement plus grand. Il y a certaines espèces, le riz par exemple, a 43 000 gènes, il y a plus de gènes. Le maïs aussi, parce que c'est une duplication. Mais la plupart des plantes ont un nombre de gènes plus ou moins semblable au génome humain. Une chose qui est claire, c'est que les génomes des animaux sont plus complexes. Ce n'est pas question de nombre. Les nombres, ça ne veut pas dire grand-chose. Probablement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui est plus important, c'est la régulation, la complexité de la régulation des gènes. C'est sans doute beaucoup plus compliqué dans les mammifères que dans les plantes. Les plantes sont des gènes relativement plus simples, avec moins de systèmes de régulation. Le nombre de protéines dans les gènes est beaucoup plus réduit. Il y a plusieurs facteurs qui font que la complexité, disons, des génomes animaux, en particulier des génomes humains, elle est vraiment plus grande que la complexité. Ce n'est pas question de nombre, ce n'est pas question de longueur. Avant la longueur, comme on disait avant, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein? Bonsoir, tout à pour se présenter. Comme ça. Les questions sur la dimension de nouvelle technique, vous venez utiliser les génomes. Il s'appelle le génome assisté de Nulin. Est-ce que vous entendez par là la sélection génomique? Sélection génomique, oui. Sélection génomique. C'est comme. On n'utilise pas beaucoup encore sur les plantes, on utilise beaucoup les aminés, par exemple. Il y a des systèmes, par exemple, sur la vache, qui sont magnifiques, qui ont été développés ici en France d'ailleurs. Il y en a dans d'autres pays. Mais
ça va, et ça commence à rentrer dans le breeding des plantes. Et c'est évident que ça peut nommer disons, l'information est sans doute beaucoup plus complexe, beaucoup plus complète. Hein? Et on commence à utiliser. Et il y avait beaucoup de gens qui pensent que ça peut être le breeding assisté par génomique. Et le CRISPR, par exemple, ça peut faciliter beaucoup plus l'attaquer des espèces qui sont plus complexes, qui n'étaient pas, disons, les suffisamment. Hein? Et les gens qui travaillent beaucoup sur ça. J'avais une autre question. Vous avez fait leur remarque sur le fait qu'on teste beaucoup maintenant le génome, c'est pas forcément de votre essai et qu'en état, ça semble avoir des génomes de ancienneté. Est-ce que vous voyez même de la valeur des génomes peut-être de moins d'ancienneté, mais des variants combinés de l'ensemble de l'arté? Si, bien sûr. Disons, ça, disons, c'est pas pourquoi on utilise. Hein? Parfois, disons, de séquençage rapide, si on a un target bien clair, bien défini, ça suffit. Ça suffit, hein, disons. Je dis pas ça. Hein. La seule chose, c'est que si on veut les utiliser pour d'autres choses, ça peut être limité. Et s'ils sont là dans le moi, je vois, réellement, j'avais lu un article de gens qui comparaient des génomes de riz, par exemple, hein, et des espèces sauvages de riz. Et on voit très clairement la difficulté d'avoir des conclusions quand on compare un génome de riz qui est parfait, qui est le meilleur génome qui existe, avec des génomes qui ont été faits très vite. Quand on commence à comparer, vraiment, les conclusions, je crois, sont. Je ne sais pas quelle conclusion. Ça va dans la question qu'on se pose, hein? Ce n'est pas la question qu'on se pose. Et si on commence à se poser des questions sur l'existence des familles de gènes, de la variabilité, tout ça, parfois c'est très très difficile. Hein? Ce n'est pas la question qu'on se pose. Mais parfois faire un run pour trouver, disons, une mutation sur ça peut être parfaitement intéressant. Bonjour. Deux questions rapides. La première, j'ai cru comprendre, je balbotterai, quand on a remarqué le maïs, la théosane, en disant que c'était pas un seul gène qui pouvait faire de la modification. Moi, j'ai pas compris. Et la deuxième question, on assiste à une progression extrêmement rapide des coûts de séquençage, de diminution des coûts de séquençage, conduit à une augmentation du nombre de plantes séquencées. Est-ce que corrélativement, il y a une augmentation du nombre de gènes dont les fonctions sont identifiées? Parce que la séquence, ce sont des méthodes qui est important, c'est les fonctions. Tu as raison. Pour la première, ce que j'ai comparé, c'est un caractère, hein? La branche, le nombre de branches, la ramification. La ramification seulement d'un seul gène. Hein? C'est un facteur de transcription, ça peut être aussi TTV, ça, c'est pour passer complètement du théocentre au maïs, ça c'est quelque chose qu'on discute encore. Et ça va être 5 ou 6 gènes, 4, 5, ils ont. Pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. La plupart, c'est des facteurs de transcription. C'est-à-dire que, ou de promoteurs des facteurs de transcription. Tu vois ce que j'ai dit? Parce que ça change complètement, non seulement un seul gène, mais beaucoup de caractères maintenant. Là, on continue à travailler, on continue à travailler, il y a encore des recherches à faire. Mais il y a eu des programmes très intéressants de croisement entre théocentre et maïs. Hein? Et en faisant une analyse génétique, on a commencé à trouver, et ce n'est pas beaucoup de gènes, ce qui explique la domestication. Si la domestication me fait ça, c'est que ce n'est pas trop compliqué. C'est ce que j'ai dit. Si, parce qu'il faut, sans doute que les Cortés, c'était plus intelligent, etc. Mais, disons, il faut trouver les mutations.
il faut identifier. Si c'est pas très compliqué, ils n'apparaîtraient pas en séries sémantiques. Il faut que ça soit relativement simple. Et c'est pour ça, probablement, que ces espèces ont été domestiquées par d'autres. Quand il y a des caractères importants qui ont besoin de beaucoup de mutations, c'est impossible à le faire de façon instantanée. Et ceux qui ont vécu sont simples. On peut le faire. C'est probablement la raison pour laquelle certaines espèces ont été domestiquées par d'autres. Et c'est pour ça qu'on pense aujourd'hui qu'avec les nouvelles technologies, on peut réfléchir ça, parce qu'on peut faire avec plusieurs. Ça, c'est une raisonnement qu'aujourd'hui on fait. Si la deuxième question, je crois que c'est très important. Les technologies de CRISPR sont très importantes, sont très intéressantes. Mais il y a plusieurs limitations. Une limitation, c'est qu'on ne sait pas encore si la précision, de quel niveau c'est la précision. Il y a des mutations transparentes, ça il faut le voir, ça existe, il faut savoir si elles sont importantes ou sont pas importantes. On peut les contrôler, par séquençage, on peut les contrôler. Mais il faut être conscient que cette précision, comme tout, est relative. Deuxième question, c'est ce que tu viens de dire. Il faut avoir des canines. Et on n'en a pas beaucoup. C'est savoir des gènes que tu vas faire une mutation quelque part, ou changer quelque chose, et tu vas avoir un caractère agronomique intéressant, on n'en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de recherches encore dans la génomique pour retrouver ces canines. Parce qu'on n'en a pas beaucoup, disons. C'est magnifique. Écoute, ça ne sert pas pour demain parce que ça, c'est une limitation que je trouve importante. Merci Perrin pour ce excellent exposé qui nous a un peu voyagé sur les étapes un peu les plus importantes de l'évolution, de l'amélioration des plantes avec la génétique. Alors, ma question, c'est que est-ce qu'on a encore besoin de travailler sur des espèces modèles, notamment celles qui n'ont pas d'intérêt agronomique et qui nous ont fait faire des bonds incroyables jusqu'à présent? Pourquoi? Parce que avec ce que tu as montré, le développement du séquençage peut permettre aujourd'hui des approches de génétique d'association à l'échelle du génome complet qui peuvent nous faire... on n'a plus autant besoin d'approches de génétique inverse pour valider l'importance d'un locus sur tel ou tel trait. Est-ce qu'on a encore besoin de plantes modèles que je dirais neutres, telles qu'Arabidopsis? Il y a des gens qui pensent que non, il y a des gens qui pensent pas besoin. Et c'est pour ça que les gens qui travaillent sur l'Arabidopsis, ils disent qu'ils ont beaucoup de mal à avoir des financements. Mais je crois que quand on a une bonne question scientifique, il faut aller là où la réponse peut être trouvée. Si on travaille comme on travaille sur les fruits, il ne faut pas travailler sur l'Arabidopsis. Il faut travailler sur la tomate ou sur d'autres espèces. Ça dépend de la question. Je crois qu'il y a encore des questions dont on a besoin de l'Arabidopsis. C'est très rapide, c'est très facile, il y a une formation fantastique. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, on est en train de développer d'autres modèles. J'ai comme moins à Brachypodium, par exemple, parce qu'il y a le riz, parce qu'il y a le maïs. Oui, par exemple, le Fiscomitrel, ça peut être très intéressant parce que c'est beaucoup plus simple. Il y a des gens qui travaillent maintenant sur Marcantia, qui est très intéressant parce que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que trouver des nouveaux modèles pour des questions précises, tu vois. Et pour certaines questions, le maïs est un modèle fantastique aussi, tu vois. C'est parce qu'on a une génétique extraordinaire, on a une énorme quantité de variabilité, même si c'est un génome très compliqué. Il faut se poser la question des génomes compliqués aussi, tu vois. C'est-à-dire, si tu me demandes, je crois qu'il y a pas le même nombre de questions qu'il y a jusqu'à présent, parce qu'Arabidopsis, on a fait beaucoup. Il faut... Dans notre centre, par exemple, dans mon centre, nous avons continué sur l'Arabidopsis, par exemple. Nous avons un excellent groupe qui travaille sur l'horloge circadienne. L'horloge circadienne dans les plantes est centrale, est extrêmement centrale pour tout, pour le développement, pour tout.
c'est presque impossible de travailler en dehors de l'Arabie. Il faut travailler en Arabie aussi. C'est très, très difficile de travailler sur notre système, sur l'horloge circadienne, par exemple. Même si segon, il commence à travailler sur un travail pas mais je crois sur la vie, sur d'autres aspects. Il faut passer, tu vois, rapidement. Mais trouver de nouveaux modèles aussi, c'est intéressant. Hein? C'est les nouveaux modèles qui sont magnifiques pour certains chicos. Ah, j'ai juste une question un peu plus, je dirais, un peu plus large. Tu as montré dans ton exposé que l'essentiel de l'apport alimentaire aujourd'hui repose sur quelques espèces, très peu d'espèces. Et il se trouve, tu l'as montré aussi, que ces espèces ont été sélectionnées très tôt, avant la génétique telle qu'on la comprend maintenant, et bien évidemment avant le séquençage des génomes et autres. Et il se trouve qu'on n'a pas du tout remis en cause ces choix qui ont été faits 10 000 ans avant. Comment tu expliques que toutes ces connaissances nouvelles ne nous ont pas ouvert de vraies fenêtres révolutionnaires pour dire « mais attendez, le blé, le riz, c'est bien, mais c'est quand même un peu restrictif parce que ça pousse pas partout, ça a des exigences assez un peu difficiles. » Comment tu expliques qu'on est resté à ces choix qui ont été faits par des ancêtres très très lointains? Parce que ça marche très bien. Parce que sinon, non, mais ça marche pas toujours très bien. Non, mais par exemple, il vient de sortir le génome du millet, c'est le millet? Le millet. Les millets, hein. Par exemple, les millets poussent dans des endroits où le blé ne peut pas pousser, par exemple. Alors, l'argument pour travailler sur le blé, c'est bien clair. Parce qu'en plus, c'est des zones où vraiment on a besoin, tu vois, de produire un arbre régulier. Par exemple, je crois que des programmes comme ça, c'est très intéressant. Hein. Il faut y aller, tu vois. On n'a pas investi, parce que, bien sûr, si on a investi, surtout dans des endroits où les gens avaient investi, et surtout dans les pays tempérés, qui sont les pays les plus riches, on a investi là-dedans, non? Et dans ces pays, on a investi, mais il faut probablement, à niveau international, c'est pour ça que j'insiste que ces technologies peuvent nous ouvrir de nouvelles portes. Mais de l'autre côté, c'est très difficile, ce que je disais avant. C'est difficile quand tu as des espèces où disons qu'elles marchent tellement bien. Écoutez, tu as vu ces extensions aux États-Unis et en Argentine. Écoute, c'est fantastique. Hein? Le soja, le maïs, c'est une merveille, ça marche. Hein? Et ça, mais c'est sûr que pour des zones, par exemple, où il faut investir, toutes les prédictions disent que le grand problème des années qui viennent, c'est l'Afrique. Hein? C'est là où il va y avoir l'augmentation de population la plus importante. Le reste du monde va diminuer la population, sauf en Afrique. Là, il faut investir sans doute dans des espèces qui peuvent répondre aux besoins de ces populations qui va être déterminante. C'est lequel Afrique? Quand vous dites l'Afrique, c'est lequel Afrique? Les pays où les prédictions, il y a eu cette année, pas l'année dernière, il y a un rapport qui essaie de prédire que la population du monde en 2050, c'est le Nigeria, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Éthiopie, c'est certains de ces pays, c'est surtout subtropical, où il va y avoir l'augmentation la plus importante. La Tanzanie, tous ces pays, ça, là, il y a... C'est la réponse à ma question, c'est les pays de type subtropical. Essentiellement. La prédiction, c'est en 2050, il va y avoir plus d'habitants au Nigeria qu'aux États-Unis. Hein. Ça, c'est... Vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'était difficile et cher de stocker des espèces, en fait, des semences d'espèces, etc. Je sais qu'il y a eu un reportage de la télé il y a quelques années sur une énorme cave qui existe au Subverg, qui appartient à Monsanto et compagnie, donc ils essayent de s'approprier le livre, apparemment. Ma question est, bon, je sais qu'effectivement les dames se conservent mal, il y a eu quelques exceptions avec du blé qu'on a retrouvé dans des tombeaux égyptiens qui avaient 3000 ans, qui a pu germer. L'idée, c'est est-ce qu'à terme, si on possède le génome
un génome supposé parfait d'une espèce, est-ce qu'on peut arriver, cette espèce ayant disparu, en ayant simplement l'information, à recréer la plante, c'est-à-dire à refaire du Jurassic Park végétal? Est-ce qu'on peut imaginer qu'on va le faire pour certaines choses? Est-ce qu'on peut le recoller à partir d'autres génomes, reconstruire comme du Lego, ou est-ce que c'est complètement délirant? C'est pas une cause délirante. D'abord, la causa di fin di mondo, le publique, ça appartient pas aux gens. Et le public, pensant à d'autres moyens pour se procurer des CMAX. Mais là, elle est publique. D'ailleurs, par exemple, ça a été très utile. Un des centres de recherche les plus intéressants qu'il y avait dans cette réseau international était Alep en Syrie. Hein. Il a fallu déménager tout ça, ça a été vraiment, ils sont portés au Maroc. C'est un vrai problème. Disons que je crois que ça pose moins le problème que dans les animaux. Disons, dans les animaux, je comprends, peut-être que c'est une folie complète, mais c'est faisable de refaire le mammouth. Je ne vois pas. Je vois que si on propose, si quelqu'un se propose d'investir de l'argent, probablement on peut faire revivre le mammouth. Pourquoi? Parce qu'on a des espèces très proches comme l'éléphant. Les différences, il a 50 millions du monde. Les différences ne sont pas tellement grandes. La question de savoir, tu fais naître le mammouth, qu'est-ce qu'il va faire le pauvre type là? Disons, c'est pas. Mais probablement, je ne vois pas, parce que c'est extraire du dodo, par exemple. On parle aussi de faire revivre le dodo, par exemple. Et probablement, il y a des raisons. Par exemple, on a congelé des espèces qui ont peu d'exemplaires des cellules. Je crois que les espèces que nous pensons qui sont importantes ne sont pas en danger d'extinction. C'est plus une question de conserver des variétés qui peuvent avoir vraiment des propriétés un peu intéressantes. Et se pose avec les quinoa, par exemple, maintenant, parce que, disons, avec l'intérêt qu'il y a eu, il commence à produire de façon. Il faut conserver les variétés. Il y a le processus d'éliminer des variétés moins productives, c'est en train de se poser en ce moment avec les quinoa. Disons qu'il y a plus, c'est à l'intérieur de l'espèce que je crois qu'il y a en question, plus que d'espèces. Hein. Mais peut-être qu'il y a des exemples. Je vois plus dans les animaux. Mais par exemple, ça c'est intéressant peut-être de revivre des variétés anciennes. Ce que vous avez vu, on peut le séquencer de maïs de 5000 ans. Hein. On peut le faire. Oui, ça a été fait. Hein. Et là, je vois que tu as intérêt là. Si je peux me permettre d'intervenir, en théorie, je pense que c'est possible. En pratique, on ne peut pas le faire aujourd'hui, parce qu'il faut dire la vérité, c'est qu'on n'a aucun génome complexe qui soit complet. Il n'y en a pas. Même l'humain, qui a été publié au début des années 2000, tous les ans, il y a un update, c'est-à-dire il y a une amélioration, parce qu'on est loin de savoir tout. Donc, tant qu'on n'a pas... en fait, on manque encore, malheureusement, on manque encore beaucoup d'informations. On en a trop, mais on n'en a pas encore assez pour pouvoir faire ce scénario un peu de science-fiction aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on ne sait pas tout. On connaît la partie qui sont les gènes, et on ne sait pas trop quelle est l'importance du reste, avec et sans. On ne le sait pas. Il y a même un moment où il y a des tas de choses, donc, vous voyez, qui servaient strictement à rien. On appelle ça l'ADN poubelle, la trash DNA. Et il s'avère que c'est pas vraiment de la poubelle. Donc on n'est pas encore aujourd'hui capable, on n'a pas encore, ou alors des fois on a de l'information comme des pièces de puzzle dans une poche, mais qui ne sont pas ordonnées. Donc on ne peut pas tout à fait les utiliser. Oui, il y en a raison par là. Oui, peut-être, oui. Ah, il reste une dernière question. C'est plutôt personnel, mais quelque chose à voir avec le climat. Est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on cherche à améliorer les plantes par rapport à la consommation de l'eau? Est-ce que je ne parle de votre territoire, parce que la barre de l'eau dans le Liban, je viens de voir. Si, non. Il y a beaucoup de programmes, par exemple,
résistance à la sécheresse, par exemple, ça c'est ça c'est des gènes complexes, hein. C'est pas une seule gène, c'est des collections de génomes, des gènes relativement complexes. Mais par exemple, la résistance à la sécheresse, ou la salinité, par exemple, ça c'est des questions. Par exemple, une des choses qu'on ne comprend pas encore pas très bien, c'est comment les plantes réagissent à la température. Ça, c'est une question, c'est une des choses les plus surprenantes des plantes, non? Si vous allez, nous sommes aux Pyrénées, et dans les matins, dans la nuit, il peut être à moins 10, et les matins à plus 20. Et la plante, certaines sont toutes pertes, non? Et elles résistent à tout ça, non? On ne le comprend pas encore très bien. On ne l'est pas encore très bien. Par exemple, la température, c'est une chose qu'on ne comprend pas encore. Comme dit Mander, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore étudier. Mais il y a beaucoup d'efforts sur la résistance à la sécheresse. Ça, c'est quelque chose, la salinité, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'efforts. Et surtout aussi, par exemple, non seulement par exemple, que les plantes soient capables de résister quelques jours à la sécheresse et après remettre. C'est complexe comme phénomène, hein? C'est complexe. Merci beaucoup.